Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, vous entendrez la deuxième conférence d'un cycle de 4 organisé par le Cercle Jean-Paul II à la salle paroissiale Saint-Félix avec pour fil directeur fortifier notre capacité à agir dans la lignée du bien. Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, nous parlera d'Hannah Arendt et de la distinction qu'elle fait entre pouvoir et puissance. Il nous aidera à comprendre les deux formes principales de pouvoir, puis, à l'aide toujours de philosophes, nous détaillera les différentes fonctions de l'autorité qui permettent de mettre en œuvre une forme de pouvoir servant le bien commun. Nous écoutons. Donc, pouvoir et autorité. Donc cette fois-ci, j'ai mis un sous-titre et j'ai appelé cela pouvoir et autorité de la lignée d'Abel. La dernière fois, dans la première conférence qui s'intitulait Conflits, violence et politique, j'avais plutôt parlé de la lignée du bien que la lignée d'Abel, mais c'est pour rendre les choses plus compréhensibles que j'ai utilisé la métaphore de la lignée d'Abel. Il y a la présentation du problème, comme savent faire les professeurs de philosophie, c'est-à-dire une introduction. Et puis après, il y a 3 parties, en fait. Même si la dernière partie, la numéro 4, va être plus dense que les autres, parce que c'est ça que je voudrais développer ce soir. Alors, on y va pour le problème. Depuis plus de 50 ans, on est en crise. Alors moi, on entend le mot crise depuis très longtemps, à répétition. Donc si je fais un petit tour de ce qui pourrait ne pas aller très bien, il y a le problème du pétrole, et je pense qu'on est au tout début du problème. La raréfaction des minerais, qui va entraîner des concurrences un peu sauvages dans les années qui viennent. Bon, après, en ce moment, on parle beaucoup de déforestation, des pesticides, des insecticides, du réchauffement climatique. Alors, il y a une chose qui est aussi assez inquiétante, c'est la disparition grandissante des insectes pollinisateurs. En Chine, par exemple, ils sont déjà rendus à être obligés d'utiliser la main-d'œuvre humaine pour pouvoir polliniser certaines plantes. Et puis, les scientifiques nous disent qu'on a une extinction massive d'espèces animales et végétales. On rajoute à ça la mondialisation et le chômage de masse, la cupidité décomplexée de certaines élites. Et c'est vrai que ça ne donne pas forcément le moral en ce début 2020. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, certes, les crises ou la crise, c'est une épreuve, mais c'est aussi l'occasion de discerner le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire des bonnes choses et des choses qui vont moins bien. Alors notre ministre de l'Éducation nationale au mois d'août nous souhaitait ses vœux de rentrée en disant que nous étions un peuple de colibris. Donc je vais essayer de jouer mon rôle de colibri, c'est-à-dire d'apporter ma goutte d'eau pour éteindre les incendies, en espérant qu'on s'y mette tous, comme ça peut-être que le feu de forêt s'éteindra. Alors ce que j'aimerais remettre en évidence, je l'ai fait déjà peut-être de manière un petit peu trop dense et trop complexe dans la première conférence, mais ce que je voulais faire, c'était de mettre en évidence que nous sommes tous puissance de bien. Nous pouvons faire le bien et nous sommes puissants pour faire le bien. En revanche, pour bien agir, il faut bien discerner. Et je pense que le rôle du philosophe, c'est ça, c'est d'aider ses contemporains à discerner ce qui se passe pour mieux agir. Alors, j'en viens au cœur du problème. Hannah Arendt, dans un livre qui s'intitule « La crise de la culture », essaye de trouver quelles sont les raisons qui font qu'il y a autant de crises. Et elle tient cette thèse que derrière toutes ces crises se cache en fait une crise de l'autorité. Alors c'est vrai que quand on lit ce chapitre qu'elle écrit sur l'autorité, c'est pas très réjouissant, parce qu'elle est assez pessimiste sur la résolution. Et je pense, alors là c'est en lisant des philosophes catholiques du XXe siècle, donc René Girard, je l'ai présenté la dernière fois, et puis vous avez Jacques Maritain, et puis vous avez Yves Simon, que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est moins connu. Alors je pense que Hannah Arendt, en lisant les philosophes catholiques, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Je pense qu'Hannah Arendt confond l'autorité qu'on pourrait appeler l'autorité de fondation, que je ne vais pas développer ce soir, de l'autorité que je pourrais appeler l'autorité de la lignée d'Abel. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai choisi cette appellation. Et le challenge que je me donne, c'est de vous encourager à essayer d'appartenir à cette lignée d'Abel pour développer l'autorité, puisque plus on est nombreux à la développer, mieux ce sera. Alors, je vous ai parlé du livre du cardinal Charles Journet, ses écrits politiques.
Donc ça a été un grand théologien du XXe siècle. Donc il a joué, comme je le disais tout à l'heure, un rôle important au Concile Vatican II, et il a participé aussi à la rédaction de l'encyclique Gaudium et Spes, Spes espérance, espoir, espérance. Et le 10 mai 1945, il nous rappelait, donc c'était juste à la fin de la guerre, il nous rappelait que l'histoire des hommes était marquée par une loi du double progrès. Et il dit, cette loi, alors quand on connaît la parabole du bon grain et de l'ivraie, en fait, ça nous parle tout de suite. Il y a un progrès dans la croissance de l'ivraie et il y a un progrès dans la croissance du bon grain. Alors, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme, dans la puissance de l'homme, d'arracher l'ivraie. En revanche, il peut fortifier le bon grain. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et c'est ce que je vais essayer de montrer, qu'on peut fortifier le bon grain. Alors ce double progrès, on peut le symboliser par le progrès de deux lignées. Donc je distingue la lignée de Caïn, qui correspondrait à la lignée du mâle dont je parlais la dernière fois, qui représente ceux qui fortifient la croissance de l'ivraie. Alors Caïn, c'est le premier artisan, le premier cultivateur, mais aussi le forgeron. Il est jaloux de son frère et, comme vous le savez, c'est le premier meurtrier. Puis la lignée d'Abel, qui représente ceux qui fortifient le bon grain. Alors quand on parle de lignée d'Abel, c'est un peu surprenant parce qu'en fait, dans la Bible, il n'y a pas de lignée d'Abel parce qu'il n'a pas d'enfant. Mais il y a bien une lignée spirituelle d'Abel. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, puisque Abel est un berger, et puis il y a d'autres bergers dans la Bible, et un bon berger. Ce que, pareil, je l'avais dit dans la première conférence avec la lignée du bien et la lignée du mal, c'est pas pour séparer les personnes en deux camps, c'est plus pour dire que, en fait, on participe chacun des deux lignées, parce que assez souvent, c'est entremêlé dans notre tête, et donc on ne discerne pas toujours ce qui relève de la lignée du bien, de la lignée du mal. On ne discerne pas toujours ce qui relève de la lignée d'Abel et de la lignée de Caïn, et donc entre autres, sur la conception du pouvoir et de l'autorité, ça peut être assez mélangé. Et donc, justement, je prends le temps de faire cette conférence pour que les choses soient mieux discernées, pour qu'on puisse faire des choix en âme et conscience. Alors là, c'est une diapo assez dense, enfin une partie assez dense, parce que je vais présenter des confusions dangereuses. Donc le problème, c'est comment faire face aux crises qui sont les nôtres depuis quelques années et puis qui s'aggravent. Je pense que c'est de reconsidérer ce que c'est que la véritable autorité. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se transformer en individus très puissants, on va rester des colibris, mais des colibris qui savent exactement faire la distinction entre l'origine du mal et puis ce qui peut apporter du bien, c'est quand même mieux. Alors il y a des grandes confusions qu'il faut éviter pour bien comprendre ce que je vais dire après. Certains dans la salle le savent, la première distinction qui concerne la distinction entre la liberté d'indifférence et la liberté de qualité, au mieux il me faut 1 heure pour bien tout poser. Alors la liberté d'indifférence, je vais le faire très vite, ce serait de considérer qu'être libre, c'est faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, ce que je désire quand je désire. Donc le critère de décision, c'est l'envie ou le désir. Alors la formulation exacte, c'est je suis libre si je peux choisir entre les contraires, entre le bien et le mal. C'est une formulation qui nous vient de Guillaume d'Occam. Et la liberté de qualité, c'est une expression qui nous vient plutôt de Thomas d'Aquin. C'est de considérer qu'on est puissance de faire le bien, c'est-à-dire que la liberté, c'est d'être capable de faire le bien. On a une marge de manœuvre extraordinaire dans la puissance de faire le bien. Alors ça change beaucoup de choses quand on conçoit la liberté comme puissance de faire le bien, par rapport à une conception qui dirait je fais ce que j'ai envie, je développe pas plus. Je vais développer un petit peu plus la deuxième confusion qui est plus fréquente. En tous les cas, moi je l'ai faite pendant très longtemps, parce qu'il a fallu que j'attende de lire Du mensonge à la violence d'Hannah Arendt pour prendre conscience qu'il y avait une confusion. C'est la confusion entre la notion de pouvoir et la notion de puissance. Le pouvoir, dit-elle, appartient à la communauté. Il n'appartient jamais à une personne ou à des personnes. Le pouvoir, c'est la communauté qui l'a. C'est la cohésion de la communauté qui va faire qu'il y a pouvoir. La puissance, en revanche, elle appartient à une personne. Donc ça entraîne plein de choses, parce que quand on dit un homme de pouvoir, en fait, c'est un terme abusif. Il n'y a pas d'homme de pouvoir. Il y a des hommes qui aimeraient avoir le pouvoir, mais qui ne pourront jamais l'avoir. En revanche, ils peuvent être plus ou moins puissants. Parce que pour avoir du pouvoir, en fait, il faut représenter une communauté qui en a. Et dès que la communauté perd sa cohésion, en fait, il y a une diminution du pouvoir de la communauté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de pouvoir chez Hannah Arendt, c'est la coordination d'une pluralité de personnes.
Et donc évidemment, ça suppose qu'il n'y ait pas trop de zizanie parce que la coordination va diminuer à chaque fois. Mais je pense que ça, c'est bien d'avoir ça en tête, de faire la distinction entre pouvoir et puissance. Je pense qu'il faut avoir perdu le pouvoir pour se rendre compte à quel point ça ne nous appartient pas en propre. Alors, troisième confusion, je développerai ça dans la troisième conférence pour la première partie de cette distinction. Donc, certaines personnes pensent qu'on peut fabriquer le pouvoir, justement, mais c'est impossible. Mais ils essayent de fabriquer quelque chose qui est artificiel et qui pourrait ressembler à du pouvoir, mais qui n'en est pas. Et ils le font grâce à... Alors j'utilise cette expression parce que c'est une expression utilisée par l'un des pères fondateurs du néolibéralisme, il s'appelle Walter Lippmann. Ils utilisent ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Mais il y a plein de manières d'utiliser cette fabrique du consentement. Et puis il y a le véritable pouvoir qui, lui, en fait, naît de l'unité de la communauté. La fabrique du consentement crée une apparence d'unité, mais ce n'est pas une vraie unité. Tandis que l'unité de la communauté qu'il y a dans le véritable pouvoir, là c'est une unité vraie. Donc ça, c'est la troisième erreur que l'on peut faire, confondre le pouvoir pensé comme fabrique du consentement avec le pouvoir qui naît de l'unité de la communauté. J'ai changé les verbes. Dans la première conception du pouvoir, on pense qu'on peut fabriquer la coordination des hommes. Dans la deuxième, on constate en fait qu'on ne peut pas fabriquer la coordination des hommes. On peut constater qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là, l'unité. Quatrième confusion, c'est de confondre la domination et ce qu'on pourrait appeler la maîtrise. Alors le mot maîtrise peut être ambigu parce que en français, vous avez trois couples. Vous avez maître-esclave, vous avez maître-disciple, puis le troisième ne me revient pas, mais enfin, disons qu'il y en a trois. Tandis que ici, là, c'est plus le maître en tant que gardien. C'est la maîtrise en tant que gardien. Et puis, cinquième confusion, ça c'est pour préparer la conférence de la fois d'après. On peut avoir un désir d'immortalité. Bon, certains ne l'ont pas ou certains y renoncent, mais en tous les cas, c'est pas forcément illégitime d'avoir un désir d'immortalité. Mais il y a vraiment deux manières d'envisager le désir d'immortalité. Il y a ceux qui, dans la lignée de Caïn, veulent fabriquer l'immortalité par leur propre force, donc c'est ce que j'ai appelé l'immortalité fabriquée. Et puis ceux qui sont dans la lignée d'Abel acceptent de recevoir cette immortalité de plus puissant qu'eux, c'est-à-dire Dieu. Alors, juste très rapidement, parce que ça, ce sera le sujet de la troisième conférence. Pour bien discerner où est notre pouvoir, je pense qu'il faut bien discerner ce qui relève de la lignée de Caïn et de la lignée d'Abel. Et j'ai appelé la lignée de Caïn ici la domination pyramidale, parce qu'elle existe depuis très longtemps et les pharaons avaient déjà bien commencé. Là, j'ai fait une petite liste de ce qui me semblait caractériser la domination pyramidale, mais je ne vais pas développer, donc ça va certainement frustrer pas mal de personnes. Je pourrais y rester très longtemps, mais ce sera la prochaine fois que l'on en reparlera, même s'il faudrait beaucoup de temps pour faire le tour de tout ça. Donc j'ai utilisé 3 photos. Ceux qui m'entendent à la radio, évidemment, ne les voient pas, mais il y a une photo des pyramides de nos chers pharaons, et une photo de Barbe Bleue, et puis une photo représentant le transhumanisme. En fait, dans la domination pyramidale se cache la plupart du temps, quand on prend le temps de creuser les textes et puis les discours de ceux qui appartiennent à ce courant de pensée ou à ces courants de pensée, il y a un désir d'immortalité, alors qui peut reposer soit sur une domination magique, soit une domination technologique. Alors la domination magique, elle existait chez les pharaons, par l'intermédiaire de leur religion et puis de leurs mages. Je pense que vous le savez. Et puis aussi chez Barbe Bleue, donc Gilles de Ré. Il suffit d'aller visiter le château à Tifauge pour entendre parler de ces pratiques de magie noire. C'est reconnu officiellement par les historiens, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Puis autrement, la domination par l'esclavage, elle existait évidemment chez les pharaons, mais elle existait aussi chez les Romains. Là, je suis en train d'étudier l'un des pères fondateurs de l'indépendance américaine, enfin même celui qui a écrit le premier texte d'indépendance, c'est-à-dire Thomas Jefferson. C'était des esclavagistes. Thomas Jefferson avait entre 150 et 200 esclaves. Tout ça pour dire que c'est une domination par l'esclavage. Alors, chez les transhumanistes, c'est une domination technologique. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez le collectif grenoblois qui a écrit L'appel des chimpanzés du futur. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là. Je vous le recommande. Alors, c'est des anarchistes, anarcho-syndicalistes. Ils sont classés très à gauche, mais je pense qu'ils ont perçu quand même quelque chose parce qu'ils sont allés dans toutes les conférences tenues par les transhumanistes. Les transhumanistes voient ceux qui ne franchiront pas le pas
vis-à-vis du transhumanisme comme des chimpanzés. C'est pour ça qu'ils ont fait l'appel des chimpanzés du futur. Et évidemment, si on catégorise l'humanité entre chimpanzés d'un côté et puis homme évolué 2.0, l'esclavage n'est pas loin. Dans la domination pyramidale, on voit ce qu'ils appellent unité. En fait, j'utilisais le mot unité à un moment donné par rapport à ce qu'ils décrivaient, mais je pense que c'est erroné. Je préfère maintenant utiliser le terme d'attroupement, avec la double connotation de préparation armée et puis aussi de mouton de panurge. Et ce qu'ils recherchent, c'est plutôt l'uniformisation de la masse. Et pour ça, il suffit d'utiliser les émotions et les désirs. Tandis que quand on est dans la lignée d'Abel, on va plutôt inciter les personnes à utiliser leur intelligence et surtout leur prudence. Et puis le danger de cette domination pyramidale, on l'a vu avec les pharaons, ils voulaient à tout prix obtenir l'immortalité. Ils pensaient que pour cela, il fallait fabriquer des vaisseaux alors c'est pas intersidéraux comme dans certains films de science-fiction, mais qui permettait aux pharaons de transformer en momies, de traverser l'au-delà. Donc, mais pour ça, il a fallu sacrifier plein d'esclaves pour pouvoir construire leur pyramide. Et donc, je crains fort que le désir d'immortalité conduise, en fait, à partir du moment où on veut le fabriquer par ses propres forces, à sacrifier des personnes qu'on va juger inutiles. Alors, je vous montrerai ça dans un texte assez décapant qui s'appelle Religion sans révélation, qui a été écrit par Julian Huxley, le grand frère d'Aldous Huxley et le premier président de l'UNESCO. Donc, sacrifice des inutiles, on retrouve la notion de bouc émissaire aussi de René Girard. Et alors, la notion d'obéissance, le verbe obéir, dans cette conception du pouvoir ou de l'autorité, n'a évidemment pas du tout le même sens que celui qu'on va voir après. Et là, l'obéissance, c'est l'obéissance du robot esclave, qui obéit, c'est-à-dire qui exécute les ordres de ses dominants. Donc j'en reste là pour cette lignée de Caïn. On l'étudiera dans la 3e conférence. Et maintenant, je m'intéresse surtout à ce que j'ai appelé la véritable autorité, c'est-à-dire l'autorité de la lignée d'Abel. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « Pouvoir et autorité ». Alors j'ai choisi 2 nouveau-nés, parce que justement je pense que c'est la lignée qui protège les vivants. Alors quand on regarde Abel, on ne sait pas grand-chose de lui en fait, puisque c'est dans le livre de la Genèse au 4e chapitre. Ça ne dure pas longtemps puisqu'il va se faire tuer très vite par son frère Caïn. Mais il y a quand même des précisions, il est berger, donc il est gardien de vivants. C'est berger de petit bétail. Et quand on regarde après, quand on prend le temps, on prend du recul par rapport à la Bible, on s'aperçoit que Moïse aussi était berger. Et on s'aperçoit que David, qui a laissé quand même chez le peuple juif un souvenir important de la royauté juive, lui aussi était berger. Et Jésus, qui est descendant de David, dans les 2 lignées de Jésus, on dit bien qu'il est descendant de David. On dit de lui qu'il est le bon berger. Je pense qu'en fait, j'ai personnellement sous-estimé cette expression le bon berger, parce que je pensais que c'était une parabole, et peut-être qu'en fait c'est plus qu'une parabole. Donc je vous livre ça. En disant de la manière suivante, c'est possible en fait que la véritable autorité, c'est d'être justement le gardien des vivants, le gardien de la vie. Et c'est en lisant et relisant Genèse 4 que j'en suis venu à cette idée-là, parce que une fois que Caïn a tué Abel, donc Dieu s'en aperçoit évidemment, et la première chose, le premier réflexe qu'il a, c'est déjà de mentir, je ne sais pas où il est. Et puis juste après, c'est dans la même phrase, il dit « mais je ne suis pas le gardien de mon frère ». Et je pense que là, on a en creux ce que c'est que la véritable autorité, c'est être gardien de son frère, c'est être le gardien de son prochain. Voilà, donc déjà ça vous donne une orientation, et tout ce que je vais dire après, en fait, c'est pour nous permettre d'être gardiens de nos prochains, d'être gardiens de nos frères. Dans les photos que j'ai utilisées, les abeilles, parce que sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation, donc il ne va pas y avoir beaucoup de végétaux, et donc pas d'animaux. Les petits agneaux, parce que là c'est pour faire référence à Abel. Puis il y a une chose quand même aussi qui est touchante, c'est que mais les premiers à avoir reconnu Jésus, c'est des bergers.
Donc, je pense que là, il y a quand même quelque chose un message que nous envoie la Bible. Je trouve personnellement que je n'avais pas pris suffisamment au sérieux tout ça. Puis j'ai mis une cerise, c'est un cerisier, parce que il faut protéger pas simplement les animaux et les insectes, mais aussi les végétaux. Et puis un petit bébé, parce que il suffit pas de protéger les animaux, mais il faut aussi penser aux êtres humains. Alors, deux possibilités par rapport au désir d'immortalité, par rapport à la lignée de Caïn. Certaines personnes vont croire à la possibilité de l'immortalité, ceux en tous les cas qui croient à la résurrection. Et dans ce cas-là, ils vont quand même arriver à la conclusion que notre rôle, c'est quand même de protéger toute vie qui vient. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, ne croyant pas à la résurrection, je pense à des personnes athées ou des personnes agnostiques ou à des personnes qui seraient chrétiennes mais qui, dans leur fort intérieur, ne croient pas encore à la résurrection, parce qu'on en trouve, ça ne les empêche pas d'avoir ce désir profond de protéger la vie qui vient. Mais c'est pas du tout la même chose que le désir d'immortalité de la lignée de Caïn qui se fait à la force du bras, quitte à sacrifier plein de personnes pour qu'une petite élite ait accès à l'immortalité. Tandis que là, dans cette lignée d'Abel, c'est toutes les personnes, pour ceux qui croient en l'immortalité de la résurrection, toutes les personnes peuvent avoir accès à cette immortalité. Mais simplement, c'est pas par leur propre force, c'est grâce à Dieu. Alors, ça, c'est vraiment un point important parce que le pouvoir dans la lignée d'Abel, c'est justement l'unité de la communauté. Et ça, Hannah Arendt le voit parce que quand elle définit le pouvoir, justement, elle dit ça n'appartient que à la population, ça n'appartient qu'au groupe, parce qu'il faut l'unité de la population pour qu'il y ait pouvoir. Il faut qu'il y ait coordination. Dans la lignée d'Abel, on ne fabrique pas l'unité, on la reçoit et on la savoure. Parce qu'on n'a pas la puissance de fabriquer l'unité, en fait. Et dans ces cas-là, l'unité, ça n'a rien à voir avec l'uniformité, parce qu'on ne peut fabriquer que l'uniformité. On ne peut pas fabriquer l'unité. Alors dans ce cas-là, on voit l'unité comme une fécondité de la pluralité. Et puis, un autre terme, une harmonie dans la diversité et par la diversité. En fait, c'est la complémentarité des talents, mais c'est pas que la complémentarité des talents, c'est aussi la complémentarité de. Alors j'ai utilisé un mot technique, philosophique, mais parce que ça prenait moins de place. C'est le mot ipséité. Alors l'ipséité, c'est ce qui fait que je suis moi-même différent de tout autre. On peut dire aussi l'unicité. Et puis il y a un terme encore plus pompeux, c'est l'idiosyncrasie. Ouais, je vous passe les détails, mais c'est le fait qu'on associe les caractères uniques de chacun qui fait unité. Comme j'ai un ancien élève et une élève qui est là, c'est nous sommes tous merveilles des merveilles et c'est la multiplication des merveilles qui fait unité. Alors les conditions de cette unité, je développe pas trop, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc la justice, ça c'est vraiment un pilier, j'y reviendrai. La vertu de justice. L'accueil de la différence de l'autre, la patience, la douceur et l'humilité. Donc là, la patience, je l'ai représentée avec une petite coquille d'œuf, témoignant que le poussin avait bien du mal à résister au désir de sortir, mais il a attendu quand même, donc il a égrené les jours, et heureusement qu'il a attendu, parce que la patience, en fait, permet le progrès moral. Et puis autrement, j'ai mis un petit oisillon dans les mains d'un agriculteur, peut-être, pour signifier la douceur. Et puis la photo du lion qui regarde vers le ciel, on la reverra à la fin, donc j'en dirai plus, mais là, ça signifie l'humilité. Alors les dialogues dissymétriques, ça prendrait du temps de développer ça, c'est le philosophe Emmanuel Levinas qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est le fait d'être capable de se faire petit pour laisser la place à l'autre d'oser se livrer. Deux choses autrement qui sont essentielles pour faire unité, alors ça je dois reconnaître que j'ai appris ça grâce au mouvement des Focolari, c'est d'apprendre à perdre son idée toute faite, ses idées toutes faites, pour laisser émerger la vérité en communauté. C'est pas s'écraser, c'est plutôt abandonner ses a priori, ses préjugés, pour laisser ensemble la vérité advenir. Et puis la deuxième chose, c'est être capable de perdre ses désirs de surface pour trouver justement un désir partagé. Parce qu'au fond de nous, en fait, nos vrais désirs sont partageables. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bon, je développe pas plus, mais là c'est pour pouvoir. Sans ça, il n'y a pas l'autorité va pas marcher. Alors, ça, c'est des choses qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez déjà depuis longtemps. Moi, je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un parcours, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le parcours Zaché qui a été mis en place par l'Emmanuel. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de le faire parce qu'il est vraiment très bien pensé. L'autorité se reçoit toujours d'un autre. Donc là, j'ai mis un papa et une maman. Donc, le papa reçoit son autorité de sa femme et puis la femme reçoit son autorité de son mari.
Et puis, j'ai mis Barack Obama, et Barack Obama aussi reçoit son autorité d'un autre. On ne peut pas la prendre, l'autorité. Parce que quand on essaye de la prendre, en fait, on la perd automatiquement. Et on sombre dans ce cas-là dans l'autoritarisme, mais c'est plus de l'autorité. Et puis, je pensais à Napoléon vis-à-vis du pape en écrivant ce que j'ai écrit ici. Une réception forcée de l'autorité, en fait, c'est une mascarade. Puis au bout d'un moment, ça tient pas. Donc on ne peut que la recevoir. Et par contre, on peut très bien la perdre. Ça, oui. Donc là, c'est une petite image, parce que comme dans la 4e conférence, je parlerai de Tolkien. Donc pour ceux qui connaissent les personnages du Seigneur des Anneaux, donc là, on a sur le diaporama Aragorn, qui c'est à la fin du Seigneur des Anneaux. C'est dans la 3e partie qui s'appelle Le Retour du Roi. Et Aragorn est couronné roi, et c'est Gandalf, le magicien blanc, qui lui remet sa couronne. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, l'autorité se reçoit toujours d'un autre, d'un tiers. Et c'est valable dans toutes les situations, en fait. On ne peut pas prendre l'autorité. Parce qu'à partir du moment où on prend l'autorité, on est dans l'autoritarisme et on tombe dans la lignée de Caïn, on n'est plus du tout dans la lignée d'Abel. Alors là, je vous présente maintenant le philosophe Yves Simon, qui va me servir à vous présenter ce qu'on va voir après. Donc Yves Simon, ses dates, c'est 1903-1961, donc philosophe français mais qui a obtenu la nationalité américaine. Il est spécialiste de Thomas d'Aquin, il a été il a été d'abord élève de Jacques Maritain, puis disciple, puis ami. Et il a été ami de Jacques Maritain jusqu'à la fin de sa vie. On trouve parfois des penseurs qui disent de lui que c'était le philosophe de la France libre, ce qui est tout à fait crédible avec Jacques Maritain. Et puis, il a enseigné de 1938 à 1948 à l'université Notre-Dame dans l'Indiana. Et il s'est fait reconnaître comme vraiment un des piliers de la pensée politique américaine, en fait. Et on est allé le chercher et il est devenu professeur de la très laïque Université de Chicago dans le comité qui s'appelle le Committee on Social Thought. Et il y restera jusqu'à sa mort. Il meurt d'un cancer. Alors là, j'ai utilisé 3 livres pour faire ce qui va suivre. Le livre que vous avez sur la table qui s'appelle donc Philosophie du gouvernement démocratique. Dans la petite annonce sur Radio Fidélité hier, j'ai dit le principe du gouvernement démocratique alors que c'est philosophie du gouvernement démocratique. Un autre livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, c'est avec mon accent anglais vraiment mauvais, General Theory of Authority, mais j'assume mon mauvais accent. Et puis un autre livre qui s'appelle La marche à la délivrance, c'est un livre qu'il a écrit en 1942 pour fortifier la résistance française contre le nazisme et contre le gouvernement de Pétain, et aussi pour réfléchir à quelles devraient être les conditions d'une démocratie réelle pour l'après-libération. Et vous avez les 2 photos, Yves Simon jeune et Yves Simon un peu plus âgé, autrement. Donc là, ce que l'on va voir, c'est les 5 fonctions de l'autorité. J'ai pris pour que vous puissiez comprendre ces 5 fonctions, la métaphore de la main. Donc je liste les fonctions. Donc la première serait la fonction perfective, la deuxième, la fonction motrice, la troisième, la fonction nourricière, la quatrième, la fonction unitive, et la cinquième, la fonction parentale. Et je vais commencer par la cinquième. Pourquoi je vais commencer par la cinquième? Et je la représente par l'auriculaire, on va voir ça juste après. Tout simplement parce que c'est celle qui nous vient le plus souvent en tête, malheureusement. Enfin, malheureusement non, parce qu'elle est très bonne. Mais disons que on risque de ne voir que cette fonction-là, alors que l'autorité, c'est bien plus que ça. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « Pouvoir et autorité ». Alors le problème, donc je passe directement à cette 5e fonction, et je vais faire 5, 4, 3, 2, 1 pour aller du moins essentiel au plus essentiel. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toutes importantes, mais c'est parce que je veux vraiment valoriser la numéro 1. Donc cette 5e fonction, Yves Simon l'appelle la fonction paternelle. Bon, je pense qu'avec l'évolution de la société, ça choquera personne qu'on dise la fonction parentale au lieu de la fonction paternelle. Et puis, cette fonction, elle est substitutive. Donc, symbolisée par l'auriculaire parce qu'elle est petite. D'abord, elle est plus petite que ce que l'on pourrait croire, même si elle est évidemment dans les premiers moments de la vie, dans l'adolescence, dans les jeunes apprentis, ceux qui découvrent un métier, ceux qui découvrent une responsabilité, elle reste toujours importante. Mais
elle est provisoire, elle est appelée à disparaître. Et c'est même celui qui joue ce rôle de fonction parentale le fait en ayant en visée de diminuer pour que l'autre grandit. Donc c'est vraiment la fonction qui accompagne en fait l'autonomie de la personne. Le but, c'est le développement de l'autonomie. Si la personne n'est pas suffisamment autonome, elle peut se substituer à la personne. Elle peut même faire preuve de fermeté pour empêcher la personne de faire un acte qui serait mauvais pour elle ou pour les autres. Mais c'est vraiment provisoire. Le but, c'est d'encourager la personne à ce qu'elle prenne des initiatives et à ce qu'elle soit de plus en plus autonome. Donc ça, c'est la première fonction de l'autorité qui vient souvent en tête, en fait, chez les personnes. Et on peut la confondre, malheureusement, je trouve, avec cette notion de domination, de rapport à dominant-dominé, alors que c'est pas la même chose. C'est pas je suis ton père, donc tu m'obéiras parce que j'ai dit que tu m'obéiras. C'est je suis ton père, j'ai plus d'expérience, je pense à toi, je tiens à toi, tu es merveille des merveilles, tu es la prunelle de mes yeux, et donc je vais essayer de te faire grandir pour que toi-même tu puisses prendre les décisions. Et alors avec toujours la crainte de prendre trop la place de l'autre. Donc elle est protectrice, mais elle est surtout pas usurpatrice. Et j'aime bien ce proverbe africain, parce que je pense qu'en fait que cette autorité, elle gagne en puissance quand elle est partagée, que ce soit dans la vie familiale, mais que ce soit aussi dans la vie professorale, quand on arrive dans un établissement scolaire et qu'on commence à enseigner, plus on va rencontrer de professeurs expérimentés et de personnes de la direction qui vont nous accompagner pour devenir autonomes, évidemment, plus ça va être bien. Et donc le proverbe africain, c'est « il faut tout un village pour élever un enfant ». Alors quatrième fonction, avec Yves Simon, je l'appelle la fonction unitive de l'autorité, et à la différence de l'autre, elle n'est pas provisoire celle-là, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démissionner de cette fonction-là. Alors je la symbolise par l'annulaire, parce que l'annulaire c'est celui qui porte l'alliance. Parce que en fait c'est une fonction d'alliance. Alors concrètement en fait, Yves Simon va émettre l'hypothèse que nous sommes dans une communauté où il n'y a que des saints. Alors ça doit être assez rare, mais bon, il émet cette hypothèse-là. Et dans cette hypothèse-là, il montre que même une communauté de saints a besoin de cette fonction-là. Alors comme j'imagine qu'on ne sommes pas encore tous saints dans la salle, vous imaginez comme moi que nous allons avoir besoin un peu plus longtemps encore que les saints de cette fonction. Alors pourquoi ? Parce qu'on peut être d'accord sur le but à atteindre, le bien commun. C'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir plusieurs chemins pour atteindre le bien commun. Et donc, il faut bien trouver un seul chemin pour pouvoir atteindre. Donc là, il faut qu'il y ait une personne en position d'autorité pour trancher. Alors, c'est pas un job facile. Il y a 3 critères, je pense, pour pouvoir trancher. L'efficacité, c'est-à-dire il faut évidemment atteindre le but. Si on se donne un chemin qui n'atteint pas le but recherché, ça ne va pas le faire. L'efficience, ça ne sert à rien de dépenser trop d'énergie. Hein. L'efficience, c'est d'utiliser le plus court chemin pour atteindre le but. Mais surtout aussi la préservation de l'unité. Parce que atteindre le but en perdant la moitié de la communauté, c'est pas top. Donc voilà, 3 critères. Je pense qu'en pratique, maintenant avec ce que je suis en train de vous dire, en fait, le travail préparatoire que j'ai fait, je pense que c'est très difficile d'avoir cette 4e fonction unitive si on n'a pas la première, en fait, que l'on va voir après. C'est-à-dire que la première demande une culture particulière qu'on va voir, et si on n'a pas la première fonction, qui s'appelle la fonction perfective, ça va être difficile, je pense, d'avoir la 4e. Elles sont liées entre elles. Alors j'ai choisi comme photo, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas, ce mot qui vient d'Afrique du Sud, Ubuntu. C'est un principe qui a été utilisé par Nelson Mandela. C'est l'idée qu'en fait, c'est ensemble que nous pouvons faire le bien. En fait, c'est ça. Je suis car tu es. En petit, c'est je suis car j'appartiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Ubuntu, vous tomberez sur une distribution Linux, pour les informaticiens, mais ça vient en fait d'une pensée africaine, d'Afrique du Sud exactement. Alors, la 3e fonction, c'est la fonction nourricière de l'autorité. C'est grâce à Émile Benveniste que j'en ai pris vraiment conscience.
Il se trouve qu'après avoir pris conscience avec Émile Benveniste dans un livre qui s'appelle Le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui est quand même un pavé, j'ai relu le livre de Yves Simon et je me suis aperçu qu'il intégrait déjà cette fonction-là, mais à l'intérieur d'une autre fonction que moi j'ai dissociée en deux. Et cette autre fonction, il l'appelle la volition du bien commun. C'est un vieux mot, le mot volition. Donc c'est l'action de vouloir, l'activité de vouloir. Et la volition du bien commun, c'est de viser le bien commun. C'est plus le chemin, c'est le but. Mais là, moi je fais une distinction. Je distingue la fonction nourricière, donc la troisième fonction, et puis celle qu'on verra après, qui est la fonction motrice. Alors dans la fonction nourricière, pour vraiment la synthétiser, c'est le souci prévoyant des besoins de la communauté. Et tous les trois mots sont importants, enfin les quatre. Souci, prévoyant, c'est-à-dire il faut voir loin, très loin même. Et puis les besoins, pas les désirs futiles, chacun aura son téléphone portable, mais et puis de la communauté. Alors dans l'Ancien Testament, je pense que c'est particulièrement bien mis en évidence dans l'histoire de Joseph, avec les 7 belles vaches et puis les 7 vaches maigres, c'est-à-dire le fait que le pharaon, dans sa posture d'autorité, accepte de suivre les conseils de quelqu'un qui s'y connaît mieux que lui et lui confie la responsabilité d'organiser les récoltes de son pays. Il y a tout ça derrière. Donc elle devrait prévoir sur plusieurs générations. Ça m'a permis en faisant des recherches, ça m'a permis de trouver un adage, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est plus sage de confier son peuple aux planteurs de chênes qu'aux planteurs de peupliers. Et pourquoi ? Parce qu'il faut plusieurs générations pour qu'un chêne pousse et devienne utilisable. Un peuplier le fait en une seule génération, même moins d'une génération. Et donc, cette fonction nourricière, c'est d'anticiper. Alors là, je vais dire ça de manière un peu vulgaire, nos sociétés bug grave. Parce qu'au niveau pétrole, on n'a rien anticipé du tout. Enfin, au niveau de gestion de l'énergie, on n'est pas du tout dans des gestions énergétiques durables. Et puis alors, quand on voit pesticides, insecticides et tout ça, je développe pas, mais c'est catastrophique. Donc je rêve de voir des personnalités politiques être planteurs de chênes plutôt que planteurs de peupliers. Deuxième fonction maintenant, donc 5, 4, 3, 2, on arrive bientôt au 1, et je vais respecter le temps imparti. La deuxième fonction, je l'ai appelée la fonction motrice. Yves Simon l'intègre dans la volition du bien commun. Il ne la développe pas beaucoup dans son livre de 1951 qui s'appelle la philosophie du gouvernement démocratique. Mais en fait, il en parle sans forcément utiliser le terme de volition du bien commun, mais il parle de cette fonction motrice dans son livre La marche à la délivrance. Et en fait, il insiste sur le fait que alors à ce moment-là, il en parle en prenant le nazisme et le communisme de l'URSS. Et il dit le problème des adversaires, de ceux qui défendaient plutôt un juste milieu et le bien, des adversaires de ces monstrueuses constructions politiques, n'avaient pas de mythe fédérateur. Alors, il n'aime pas le mot mythe, parce que quand on utilise le mot mythe, ça sous-entend que c'est plutôt faux. Et donc il préfère choisir l'expression croyance héroïque. Et il dit, voilà, des personnes en posture d'autorité, c'est bien qu'elles aient des croyances héroïques. C'est-à-dire qu'elles puissent présenter un rêve à la fois réalisable et désirable à la communauté dont elles ont la charge. Parce que sans ce rêve-là, sans cet idéal héroïque, le danger, c'est qu'on n'arrive pas à compenser les séductions des mythes prodigieux. Alors, j'utilise exprès le terme prodige, parce qu'en fait, on appelle, je ne sais pas si vous savez ça, on fait la distinction entre les prodiges et les miracles. Le prodige, c'est la chose merveilleuse qui est créée par la puissance de l'homme ou d'autres puissances, des ténèbres, et tandis que miracle, c'est l'action de Dieu. Et c'est vrai que notre XXe siècle a vu des prodiges, et voit encore des prodiges, qui peuvent être séduisants. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont très séduites par le transhumanisme.
j'appellerais évidemment ces séductions, des mythes prodigieux, des fruits de la lignée de Cain. Donc voilà la fonction motrice. Alors je développe juste un petit peu. C'est une fonction indicative, c'est-à-dire qu'elle indique une direction désirable. C'est aussi une fonction motrice, donc elle indique le but, mais elle donne aussi l'énergie pour motiver les personnes à aller vers ce but. Et je pense que c'est l'une des vertus principales en fait du leader, enfin du leader vertueux en tous les cas. Et cette vertu, ça correspond à une vertu. Vous avez plusieurs personnes qui développent évidemment cette idée-là, mais je pense par exemple à Alexandre Diani Navarre, qui a écrit un livre qui s'appelle Le leadership vertueux. C'est la vertu de magnanimité. Alors magnus en latin, c'est grand. Qu'est-ce que c'est que la magnanimité? C'est oser de grands projets pour le bien. Oser de grands projets pour le bien. Et ça, c'est ce qui manque un peu peut-être, c'est d'oser faire rêver la communauté qui nous est confiée en visant un projet réalisable, désirable, mais aussi ambitieux. Ambitieux au sens noble du terme. Alors, je pense que dans ce genre de projet, il ne faut pas trop décrire ni trop fixer les choses à l'avance, parce qu'on risque dans ce cas-là de tomber dans un excès qui est celui de l'idéologie, donc c'est pas mieux. Et donc je pense plutôt que, là c'est pour vous inciter à réfléchir, hein, je pose des jalons pour initier des réflexions chez vous, je pense que c'est plutôt un idéal qui vise la qualité des relations. Et donc en tête, j'ai deux œuvres cinématographiques qui viennent de deux œuvres littéraires. Je pense à Narnia de Clive Stample Lewis et je pense évidemment alors à la comté des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Donc les Hobbits, c'est ces petits êtres qui font 1,20 m, qui ont les pieds très poilus, qui ont je ne sais pas combien de repas par jour, mais peut-être 7 ou 8, et qui savent bien vivre. Et vous avez donc là, sur un fond vert, vous voyez la maison de Hobbit qui désigne à la fois le confort, mais aussi une certaine simplicité dans une relation avec la nature. Et puis autrement, le lion que vous voyez, bah, c'est la figuration en fait du Christ qui se trouve dans l'œuvre de Clive Stample Lewis, Narnia. Alors c'est vrai que dans Narnia, il y a une réconciliation possible des hommes avec le monde animal et végétal, formulée par le fait que les animaux et les hommes sont capables de se parler. Alors, c'est peut-être pas réalisable, mais disons qu'on voit bien quand même qu'il y a une unité, pas simplement entre les hommes, mais une unité aussi avec la création, avec le reste du monde. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Yann Le Bâtard, professeur de philosophie au lycée Notre-Dame de Rezé, dans une conférence intitulée « Pouvoir et autorité ». Alors, j'en arrive à la fonction perfective. Donc, fonction perfective de l'autorité, elle est essentielle, en fait, il n'y a que la cinquième qui n'est pas essentielle, qui est provisoire. Alors, elle est essentielle tant que l'enfant est petit, mais après, elle va disparaître. Tandis que la fonction perfective, elle a toujours son rôle à jouer. Je l'ai symbolisé par le pouce, parce que, en fait, une main ne peut pas prendre un objet sans le pouce. Enfin, c'est très difficile. Enfin, c'est faisable, mais ça va être très difficile. C'est beaucoup plus facile avec le pouce. Donc, pour que, comme la main a une prise sur le réel par l'intermédiaire du pouce, essentiellement, eh bien, l'autorité a une emprise positive sur le réel par l'intermédiaire de cette fonction perfective. Alors, sans elle, je pense que l'autorité se transforme inévitablement en autoritarisme, voire pire, totalitarisme. Et je pense aussi que cette autorité, cette fonction de l'autorité, cette fonction perfective de l'autorité, fonctionne mieux quand elle est partagée. Alors quand elle est partagée, alors pas simplement à tous les échelons de la hiérarchie, mais aussi par la base. Alors j'aime pas trop ce concept de base parce que ça évacue de la hiérarchie une partie des personnes, mais disons que tout le monde doit se sentir concerné par cette fonction perfective. Donc, si je voulais la résumer très rapidement, en fait, c'est une fonction qui encourage et réconforte. Alors, pour cela, il faut développer en fait une culture. C'est pour ça que ça ne peut pas se fabriquer. Parce qu'une culture, ça s'entretient, ça pousse, ça croît petit à petit, un peu à la grâce de Dieu. Et donc cette culture, c'est une culture, donc j'ai mis 4 choses. Une culture de justice,
une culture de don, une culture de pardon et une culture de gratitude. Ça, c'est le terreau pour que cette fonction perfective puisse pousser. Ça fait beaucoup d'informations en une soirée. Mais je pense quand même que c'est précieux. Alors cette fonction perfective, alors là, le juriste ici présent va dire, oui, mais enfin, dans ton plan à 3 parties, tu as des tiroirs donc qui cachent d'autres tiroirs, donc c'est pas sympa. Mais bon, la fonction perfective, Yves Simon, il passe du temps et il la développe. Alors les 3 premières, il donne 5 qualités et 5 rôles de cette fonction de perfective, enfin 5 choses importantes dans cette fonction perfective. Les 3 premières, il dit, bon, à la rigueur, quelqu'un qui ne serait pas en position d'autorité peut très bien le faire. Donc ça veut dire qu'on peut tous faire les 3 premières, c'est déjà ça. Et après, il dit, bon, il faut quand même les 2 dernières, ça c'est vraiment typique de quelqu'un qui est en position d'autorité. Donc vous allez voir. La première chose, c'est l'exemplarité. C'est un b.a.-ba. Alors là, je ne vais pas développer. Vous avez reconnu les 4 vertus cardinales. Alors je l'ai dit dans l'ordre tel qu'elles apparaissent. La force, c'est-à-dire le courage, la prudence, la tempérance et la justice. Deuxième chose importante pour cette fonction perfective, c'est la charité. Donc il n'y a pas besoin d'être en position d'autorité pour faire preuve de charité. Mais il faut quand même faire preuve de charité pour que la communauté puisse s'unir, en fait. Et donc ici, pour définir très rapidement la charité, c'est la bienveillance manifeste au service de la justice. Je veille sur le bien de la personne, c'est manifeste, c'est-à-dire ça passe par la pratique, par des petits gestes, par des choses très concrètes, mais c'est toujours au service de la justice, c'est pas pour faire plaisir et brosser dans le sens du poil quelqu'un. Et donc s'il faut dire non, s'il faut être ferme pour dire non, parce qu'il faut protéger la justice, on va le faire. Mais pas sans violence, mais fermement. Parce que le but, c'est... Enfin, la charité, c'est pas le laxisme, quoi. Alors là, j'ai fait exprès, dans les 3 photos que j'ai choisies, c'est à chaque fois des décalages d'âge entre les personnes. Alors, au milieu, c'est un décalage énorme, puisque c'est une grand-mère avec un petit enfant. Un bébé, je sais pas, il a peut-être 1 an, enfin, je sais pas trop. Donc, je pense que c'est pour la charité, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous faire réfléchir, et je me fais réfléchir en même temps. Le plus expérimenté accueille, initie, encourage et réconforte le nouvel arrivant pour qu'il réussisse à développer sa propre excellence. Enfin, je crois beaucoup aux vertus de l'âge, en fait. Et donc, je ne suis pas du tout atteint de jeunisme. Je crois qu'en fait, comment dire, il y a une fonction particulière de la personne qui est née avant les autres. Et cette charité fonctionne évidemment mieux, enfin, se réalise mieux quand on a compris que il fallait commencer à être bienveillant en premier au lieu d'attendre que l'autre commence. Et alors, quelque chose évidemment de difficile, c'est ça, la charité, hein, puisque la charité, c'est aussi d'aimer son ennemi et pas simplement son ami. On n'attend pas de retour. Alors ça, c'est difficile, c'est pour ça que j'ai rajouté. Je pense que pour un être humain, être capable d'aimer sans retour, ça suppose qu'il reçoit déjà de l'amour ailleurs. Parce qu'autrement, il s'épuise. Troisième chose qu'il faut développer pour être dans la fonction perfective de l'autorité, ce pouce qui permet de rendre tout le reste possible, en fait, c'est l'amitié. Alors là, l'amitié, à la différence de la charité, c'est qu'on cherche la réciprocité et on accepte la réciprocité. Alors c'est vrai que dans l'amitié, il y a cette forme d'égalité qu'il n'y a peut-être pas dans la charité et dans la notion d'autorité, parce que dans la notion d'autorité, c'est ce que dit Yves Simon, il y a quand même quelque chose, quelque part, d'inégalitaire, même si on vise à ce que l'autre rejoigne là où nous en sommes. Tandis que dans l'amitié, là, c'est plutôt égalitaire. C'est de l'amitié véritable. Alors là, je ne veux pas refaire la distinction d'Aristote, mais ça n'a évidemment rien à voir avec la recherche réciproque de plaisir. On va sortir et puis on va boire le plus d'alcool possible. On n'est pas du tout dans cette orientation-là. Et alors, je pense que pour que cela soit possible, à l'intérieur même de nos communautés avec des autorités en place, même plusieurs niveaux d'autorité, il faut des organisations à taille humaine. Donc là, je vous recommande la lecture de ce beau livre de ce philosophe que vous connaissez peut-être, qui est aussi mathématicien, qui s'appelle Olivier Rey, dont vous voyez la petite photo, qui s'appelle Une question de taille. Pour l'organisation politique, là, c'est vraiment... je pense qu'il voit vraiment beaucoup de problèmes que nous vivons et nous traversons aujourd'hui.
Jean-Jacques Rousseau, on a fait de Jean-Jacques Rousseau l'un des pères fondateurs de la démocratie française, avec tous les défauts de Jean-Jacques d'ailleurs, mais il reconnaissait au moins une chose, c'est qu'on ne peut pas avoir de démocratie dans une ville plus grande que Genève de l'époque. Parce qu'un représentant qu'on ne connaît pas, il ne nous représente pas. Sur la question de l'autorité, ça me semble important, même si Olivier Rey n'aborde pas la question de l'autorité. Il parle plutôt de la structure des organisations. Alors, la quatrième qualité qu'il faut développer dans la fonction perfective, qui permet à la fonction perfective de vraiment jouer pleinement son rôle, je l'ai appelé la communication de la prudence. C'est en fait, là on est vraiment dans la spécificité du rôle de la personne qui est en position d'autorité. Du responsable politique, du responsable cadre dirigeant, enfin voilà. C'est-à-dire que ça s'apprend de gérer les affaires humaines. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain savoir comment s'y prendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande de l'expérience. Et donc cette fonction perfective, elle va permettre justement la communication de ce savoir-faire dans les affaires humaines, ce qu'on appelle en fait la prudence. Thomas d'Aquin distinguait la prudence monastique, c'est-à-dire le fait de savoir gérer sa propre vie, monastique, monos, tout seul. Et déjà, c'est mieux de passer à la prudence domestique, c'est-à-dire être capable de gérer la vie de famille et de prévoir pour la vie de famille, donc la petite communauté qu'on a participé à voir naître, enfin auquel on a participé pour la voir naître. Et puis, la personne qui est en position d'autorité, plus ça va être une position haute, plus il faut qu'elle accède à ce qu'on appelle la prudence politique. C'est une dimension encore plus grande où on est dans le bien commun et pas simplement dans les gestions familiales, quoi. Et puis certaines personnes iront encore plus loin. Alors elles sont peu nombreuses, mais dans la salle il peut y en avoir, on ne sait jamais. C'est la prudence régalienne, c'est-à-dire ceux qui sont en posture haute politique. Alors notre président de la République, mais un président de la région ou quelque chose comme ça serait en posture régalienne, je pense. Régalienne, c'est de Rex Regis, le roi. Alors il me semble que pour pouvoir faire cette communication de la prudence correctement, il faut bien discerner justement la lignée d'Abel, que je viens de vous présenter au pas de course, et la lignée de Caïn, que je présenterai la fois d'après. Parce que si on ne discerne pas les deux, je crains fort que, alors qu'on veuille bien faire, on mélange dans nos actes, et sans doute avant même dans notre tête, les différentes manières de faire. Donc j'ai pris Nelson Mandela, le président Kennedy et puis Martin Luther King, parce que je pense que ce sont des personnes qui avaient un certain savoir-faire dans la communication de la prudence. Et puis j'arrive à la dernière fonction, à l'intérieur de la fonction perfective. Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faites attention, dans la lignée de Caïn, le obéir ou l'obéissance, c'était pensé comme je me transforme en esclave robot et j'exécute les ordres. Tandis qu'il y a bien une importance de la notion d'obéissance dans la fonction perfective, mais c'est pas comme ça que ça s'envisage. C'est pour ça que j'ai mis des animaux avec des grandes oreilles. C'est celui qui développe sa capacité d'écoute. Alors, Yves Simon va prendre du temps. Alors, c'est dans son livre qui n'est pas traduit en français qu'il développe tout ça. Mais il prend vraiment beaucoup de temps pour expliquer pourquoi l'obéissance est importante. Et il dit, la tempérance, cette vertu qui permet de gérer les émotions et les désirs, elle est déjà difficile à atteindre par soi-même. Mais bon, ça peut se faire. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est de renoncer à ses habitudes de pensée. Surtout quand on est à l'initiative de certaines réflexions intellectuelles qui nous ont pris des années de recherche et qu'on a bien du mal à accepter de considérer qu'on a peut-être fait fausse route à certains moments. Et donc l'obéissance de cette fonction perfective, c'est ça, c'est d'apprendre à se déprendre de ces idées, de ces réflexions intellectuelles, où on s'écoute parler, où on prend plaisir au propre raisonnement que l'on a fait, et se défaire de ce plaisir intellectuel des propres raisonnements qu'on a initiés, c'est super difficile.
Et là, il dit, en fait, il n'y a que la vertu d'obéissance qui peut développer cette humilité intellectuelle vis-à-vis du plaisir intellectuel que l'on peut éprouver d'avoir forgé ses propres idées. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a que l'obéissance acceptée d'un autre qui ne pense pas comme nous, qui n'a pas forcément la même culture que nous, qui nous permet de sortir de cette habitude jouissive de nos propres raisonnements. Donc c'est ça ce qu'il appelle l'obéissance dans la fonction perfective. Donc c'est pour nous permettre en fait de nous dégager de nos préjugés, mais évidemment des préjugés qu'on ne regarde pas nous-mêmes comme des préjugés. Parce qu'on a tendance en fait à prendre la grosse tête. Voilà, alors, en tant qu'intellectuel et prof de philo, c'est facile. Donc je reprends plein la figure en vous donnant ça, forcément. Enfin, je m'autocritique évidemment. Voilà. Alors, je termine avec cette petite photo parce que Yves Simon n'en parle pas. J'avoue avoir lu en détail un livre de Jean de Saint-Thomas, alors qui n'est pas forcément très connu. Jean de Saint-Thomas, c'est un commentateur de Thomas d'Aquin. Bah oui, on n'invente pas son nom. Jean de Saint-Thomas. Et il a été traduit en français par Raïssa Maritain. Donc la femme de Jacques Maritain, c'est-à-dire l'amie de Yves Simon. Donc ça me permettait de faire une boucle. Raïssa avait une sœur, Vera, et Vera était la marraine de l'un des enfants d'Yves Simon. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient vraiment très proches. Puis ils habitaient ensemble aux États-Unis, même si les États-Unis c'est très grand, ils ne pouvaient pas faire toujours les kilomètres pour se voir, mais bon. Je pense que cette fonction perfective, en fait, se développe nettement mieux avec ce qu'on appelle l'un des 7 dons du Saint-Esprit, qu'on appelle la crainte filiale. Alors là, évidemment, les frères et sœurs qui seraient athées ou agnostiques dans la salle auraient peut-être du mal à me suivre. Donc je vous invite à découvrir ce que c'est que la crainte filiale. C'est le fait que, par la grâce de Dieu, puisque c'est un don du Saint-Esprit, donc ça ne peut pas être décidé par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, on peut voir Dieu comme son papa, l'éprouver, mais vraiment charnellement, spirituellement, émotionnellement, comme son papa. Et quand on aime vraiment son papa, eh bien, on a peur de ne pas réussir à faire le bien comme il aimerait qu'on le fasse. C'est pas qu'on a peur du papa, c'est pas du tout ça. C'est on a peur de ne pas réussir à faire le bien. Parce qu'on sait qu'il croit que nous pouvons le faire le bien et nous voulons dire oui à cette croyance qu'il a sur nous-mêmes. Et donc on a peur de ne pas réussir à faire le bien qu'il nous croit capable de faire. C'est ça la crainte filiale. Et je pense que pour l'autorité, en fait, plus nous avons cette crainte filiale-là, plus l'autorité est saine et plus on est dans la lignée d'Abel. Vous venez d'entendre la deuxième des 4 conférences organisées par le Cercle Jean-Paul II sur le thème directeur « Fortifier notre capacité à agir dans la lignée du bien ». Et Yann Le Bâtard a abordé le thème « Pouvoir et autorité ». Je vous informe que la 3e conférence de ce cycle a eu lieu à la salle paroissiale Saint-Félix le 12 mars 2020 sur le thème « La technocratie et la tentation totalitaire » et que vous pourrez la retrouver bientôt sur notre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radio-radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.